Merci Didier. Après une telle présentation, je vais devoir vraiment faire preuve d'humilité parce que donc alors je ne sais pas du tout comment fonctionne cette histoire. Voilà, c'est la première chose. Voilà. Euh, D'abord, vous dire que la première démarche d'une ville, c'est vraiment de s'inscrire dans une démarche holistique. Je ne rappellerai pas le contexte, vous le connaissez, il est plus ou moins bien résumé ici. Mais vous dire d'abord, et je voudrais aussi saluer nos amis d'Irlande, puisque c'est avec eux que nous travaillons, avec notamment la ville de Cork, de Dublin, de Limerick, que nous avons été dans les premiers à travailler sur les questions de santé qui préparaient ensuite la déclaration de Yamoussoukro, à laquelle Didier a fortement contribué, des villes apprenantes UNESCO qui rassemblent environ plus de 290 villes dans le monde et sur l'ensemble des continents. Et puis, nous avons signé ces attendus, c'est-à-dire de rendre nos villes plus résilientes, certes, mais de bien-être et évidemment très attentives aux préoccupations de santé des habitants, dont le chiffre a été notamment 82% pour la France. Les objectifs, vous les connaissez, je voudrais juste insister sur mettre en commun l'ensemble des ressources disponibles sur un territoire donné. Mettre en commun les ressources disponibles, c'est aussi nous interroger sur nos communs à nous tous, urbains, mais aussi ruraux. Et je pense aussi au fait que dans les villes, nous avons beaucoup à apprendre de ce qui se passe sur les territoires dits ruraux, sur toutes ces ruralités, et que dans cet échange de savoir sur un même territoire, et Clermont-Ferrand, vous le voyez, est entouré de paysages ruraux, eh bien, apprendre, échanger des savoirs, et notamment en matière de commun, de santé, et surtout mettre en commun, définir nos communs, l'eau, etc. Sur nos caractéristiques, puisque avec la chaire, nous avons souhaité construire des parcours éducatifs de santé. D'abord, il était important de déterminer le territoire sur lequel nous voulions expérimenter ces parcours éducatifs de santé. Et je voudrais dire au nom de la ville et du maire un grand merci à la DGESCO et à la NCT, au nom du maire Olivier Bianchi de Clermont-Ferrand, un grand merci à la DGESCO et à la NCT de nous avoir accompagnés dès le début dans la construction de notre cité éducative, où nous avions mis dès le départ comme l'un des principaux objectifs justement d'améliorer la santé et évidemment à travers l'éducation sur un territoire donné qui correspond à deux des quartiers les plus populaires de notre ville et évidemment dont dans l'un l'espérance de vie est la plus faible du département. Donc créer les conditions d'une véritable alliance éducative entre tous les acteurs autour d'objectifs communs. Une alliance éducative, c'est à la fois pour nous les institutions, la ville, le conseil départemental, l'État, bien sûr, les services de l'État et l'éducation nationale en premier lieu. Mais c'est aussi avec l'ensemble des acteurs de l'éducation informelle, avec toutes les associations qui irriguent ce territoire, qui travaillent à la fois dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, parfois moi, tout simplement dans des groupes, ce que j'appellerais des groupes d'entraide solidaire. Et donc, peu à peu, de construire avec eux, autour de l'école, une alliance éducative qui vienne conforter les établissements d'enseignement, justement dans leur projet de promotion de la santé. Et puis, un point sur lequel il nous faut insister, transformer le territoire pour le rendre plus résilient. Parce qu'il ne sert à rien, et vous le savez, enfin, à rien, ce n'est pas vrai, ça sert toujours. Mais vous voyez bien que quelquefois, lorsque nous travaillons dans nos cantines scolaires sur l'amélioration de l'alimentation, mais si le soir ou pendant les vacances, le frigo devient la boîte de Pandore de toutes les stratégies commerciales auxquelles Madame Berling faisait allusion tout à l'heure, alors vous voyez bien que nos efforts sont à la fois sont fortement altérés. Et puis autre chose pour la ville, c'est aussi nous dire, mais quels sont aujourd'hui les circuits de distribution de l'alimentation, notamment dans les territoires les plus populaires de nos villes. Il y a eu de cela quelques années un universitaire américain, Gregory Jorgely Bates, qui avait écrit un livre formidable qui s'appelait Feeding Gotham, comment nourrir Gotham, et qui démontrait que sur la grande métropole de New York, mais pensons à l'échelle de nos villes, eh bien,
La distribution de l'alimentation de bonne qualité ne se faisait pas de la même manière, au-delà même de la question des coûts, qui évidemment est importante, et que les produits les plus nuisibles, les plus nocifs pour la santé se retrouvaient précisément dans les quartiers les plus populaires, aussi pour des raisons de distribution, pas uniquement de coûts, et donc de stratégie commerciale. Et vous doutez bien que lorsque nous prenions des déterminants de santé comme le diabète, etc., eh bien, vous retrouviez les inégalités de santé sur ces territoires. Donc, pour une ville, c'est aussi s'interroger sur la distribution, sur les circuits de diffusion d'une alimentation de bonne qualité, comme évidemment l'eau, etc. Sur la littératie, eh bien, je pense que l'idée aussi derrière cela, c'est de promouvoir, et l'UNESCO y est très attaché, un idéal démocratique. C'est-à-dire que plus vous développez les capacitations des habitants, plus vous les mettez en situation de participer aux choix politiques, au sens noble du terme, qui seront faits à l'échelle de leur cité, de la ville, de l'État, du pays, et évidemment, plus vous renforcez la capacité de l'ensemble des citoyens à faire vivre la démocratie au sein de notre pays. Et puis, je n'insisterai pas sur les savoirs territoriaux, nous en avons parlé, je crois que, y compris nos parcours éducatifs de santé, comme les vôtres, comme d'autres, participent de ces savoirs que nous inventons, que nous créons à l'échelle de nos territoires et que nous avons intérêt à échanger les uns les autres. Alors, prophylaxie, bien c'est ce que nous avons notamment fait avec la chaire UNESCO et Didier Jourdain, c'est aussi choisir des déterminants de santé avec la même pratique, je dirais, de les choisir collectivement, en commun. Voilà pourquoi à large spectre. C'est évident que si on traite du sommeil des enfants, on va aussi aller jusqu'à l'isolation phonique de l'appartement. Et donc, nous allons aussi nous intéresser avec l'ANRU à la réhabilitation, à la rénovation, et merci à eux d'ailleurs aussi de nous accompagner dans la renaturation et l'isolation des différents bâtiments dans nos quartiers les plus populaires. Vous voyez qu'au fond, la santé, c'est vraiment, pour une ville, un spectre très large. Alors, sur l'intersectorialité, qui est l'un des mots qui nous réunit aujourd'hui, d'abord vraiment l'assumer clairement. Et on verra que, effectivement, comme vous l'avez dit, ce n'est pas toujours chose aisée. Les chemins sont tortueux, comme le disait Didier Jourdan il y a un instant. Mais partir de l'idée que chacun sait quelque chose qu'il peut transmettre aux autres, qui est une des grandes idées des villes apprenantes, une des grandes idées de l'UIL, l'UNESCO, c'est aussi se dire que nous allons, par ce biais, avoir une capacité à enrôler l'ensemble des habitants, à condition, bien sûr, que nous nous appuyions en le missionnant, je parle pour les villes, en tout cas pour les villes apprenantes, sur un acteur reconnu en matière d'ingénierie sur la santé. Effectivement, pour nous, à Clermont, c'était simple. Le vice-président à l'université le sait. Nous avions immédiatement sur notre territoire la présence d'une chaire UNESCO éducation et santé qui était déjà reconnue notamment au sein même de l'éducation nationale. Et ça, c'est très important. C'est très important que dans l'éducation nationale, eh bien, il y ait un acteur légitime qui va être en capacité justement d'enrôler l'ensemble de la communauté éducative et d'inscrire pour nous les PES dans toutes les expériences éducatives de ce territoire de la cité éducative, à la fois dans l'éducation formelle, informelle, créer un véritable service de la santé aussi au sein de la collectivité était une chose qui nous était apparue évidente. Et puis penser dans l'intersectorialité aussi aux professionnels de la santé sur un territoire. Le pharmacien, c'est beaucoup de choses. Lui, à travers justement les prescriptions qui lui sont faites, eh bien, il connaît, lui aussi, il a une certaine idée assez précise sur le territoire de déterminants de santé sur lesquels on peut effectivement agir. Et d'ailleurs, c'était, il faut bien le dire, un rappel que nous avait fait la chaire UNESCO. Intéressez-vous aux professionnels de santé du territoire, le pharmacien, les médecins, etc. Tenir compte aussi dans des villes-mondes comme nous le sommes devenus au fil du temps, mais nous l'étions peut-être aussi avant et peut-être dans, y compris les émigrations internes vers les villes, l'exode rural, euh, des représentations de la santé et du corps qui sont présentes au sein des différentes communautés.
parce que nous n'avons pas tous la même représentation, même individuellement, de la santé, de notre santé et du corps. Et donc, s'intéresser à cela, c'est s'assurer que nous serons beaucoup plus efficients dans la mise en œuvre des parcours éducatifs de santé. Et puis, évidemment, l'école, mais ça, c'est à partir d'elle que commencent nos parcours éducatifs de santé, avec l'ensemble des maternelles, puis des élémentaires, et progressivement, de classe d'âge en classe d'âge, aller au moins de 0 jusqu'à 25 ans. Et lorsque nous savons que les enfants sont eux-mêmes prescripteurs de bonnes pratiques, nous l'avons vu au cours de la Covid-19, que les enfants étaient eux-mêmes prescripteurs au sein de leur famille et de leur famille de bonnes pratiques et de bons comportements en matière de santé, eh bien, on peut se dire que finalement, des 20% d'enfants, d'hommes et de femmes qui se trouvent aujourd'hui dans les écoles, eh bien, ceux-là peuvent aussi, par contamination positive, cette fois-ci, réussir à instruire des pratiques de bonne santé au sein même de leur famille. Je vais essayer d'aller un peu vite, mais vous voyez que c'est un enrôlement progressif de l'ensemble des acteurs du territoire. Pensez aussi que le fait de partager, d'enrichir les connaissances communes, de capaciter chacun des acteurs en assurant qu'il est légitime à agir, parce que aussi la question que nous abordons, notamment dans nos quartiers les plus populaires de nos villes, c'est la question de la légitimité à agir. Suis-je légitime pour dire? Suis-je légitime pour parler, y compris devant les enseignants, lorsque je suis parent d'enfants dans le temps de l'élève? Est-ce que je suis légitime à pouvoir dire quelque chose? Et légitimer ce processus de relégitimation de l'ensemble des acteurs, mais aussi des parents, est quelque chose qui prend du temps, qui est important et qui nécessite que nous puissions avoir les uns et les autres une attitude commune, fondée sur une grammaire commune, un lexique commun, qui là encore se construit progressivement. Et merci à la chaire de nous aider à le faire. Ben, un territoire vivant, sur un état des lieux, ben, ce que nous sommes en train de faire, ce qui a déjà été, on va dire, fait, mais ce qui doit continuer de se faire, puisqu'un parcours éducatif de santé, il se définit au fond in itinéré, c'est in itinéré qu'il se construit, avec toutes les transformations même de la cité, de la ville, qu'il doit intégrer. Donc on le voit, évidemment, une formation intersectorielle des acteurs, c'est important, c'est la grammaire commune, et c'est cette grammaire commune, cette langue commune qui nous permet de mieux organiser la communauté éducative sur notre territoire. Je crois qu'on a plutôt bien réussi jusqu'à présent. Ce n'est pas encore terminé, ça se fait, mais à enrôler tous les acteurs, au moins sur une première tranche d'âge. Et puis, peut-être aussi les premiers outils pratiques qui sont presque... voilà, c'est fait. Voilà. Donc, ce qui nous reste à faire maintenant, eh bien, c'est de continuer à nous évaluer. Ça, c'est très important, de ne pas penser que les choses sont figées, nous remettre sans cesse et justement penser les parcours éducatifs santé comme un organisme vivant, presque, dans un territoire vivant. Se saisir de la méthode, évidemment, pour la partager avec d'autres, l'échanger et voir comment elle peut être répliquée pour nous à l'échelle de la ville et même de notre métropole. Et puis, encore une fois, et c'est peut-être là où nous allons devoir agir dans les mois, les années qui viennent, c'est comment enrôler plus fortement les parents et nous capaciter sur leur représentation culturelle. Et puis enfin, pour conclure, quelques freins. Ben, quand la démarche intersectorielle, c'est pas facile, vous l'avez dit d'ailleurs. C'est pas facile parce que tout système demande, ou en tout cas de la stabilité. Voilà, tout système demande de la stabilité, celui de l'éducation nationale, des villes, tous les systèmes exigent d'être stables, se veulent stables. Bon, parce que c'est rassurant pour l'ensemble de ceux qui y travaillent. Et évidemment que à la fois la cité éducative, et ça c'est formidable, mais aussi la façon d'aborder les parcours éducatifs de santé, ça déstabilise tout le monde. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est d'amener à une autre stabilité, accepter de déstabiliser pour promouvoir une autre forme de stabilité qui sera plus efficiente pour les personnes. Et puis donc tout ça peut créer du conflit aussi, un conflit transformateur qu'il faut aussi parfois accepter au sein de nos institutions, de la ville, de l'éducation nationale, de l'État, de l'ARS, etc. Mais c'est encore c'est important parce que ça
c'est toujours pour cette idée de trouver une stabilité plus efficiente sur l'ensemble du territoire. Et puis, bon, ben là, c'est vrai, nous y sommes confrontés tous à la désertification médicale inquiétante, elle est anxiogène pour les familles. Il y a cette idée aussi parfois maintenant qui commence à se développer dans les villes que si on ne connaît personne, eh bien on n'arrivera pas forcément à se soigner correctement. On a un grand nombre de personnes qui n'ont aujourd'hui même plus accès à un médecin traitant. Donc évidemment que tout cela est anxiogène et tout cela doit participer de la réflexion collective aussi des collectivités. Ça, c'est la question peut-être de la décentralisation des compétences pour trouver plus de leviers afin de lutter contre cette désertification médicale qui est d'ailleurs très compliquée, avec beaucoup de déterminants là cette fois-ci. Les leviers, ben, c'est le principe de réalité parce que, y compris la pandémie de Covid-19 a été un formidable révélateur. Un formidable révélateur, là nous parlons des forces et faiblesses, mais aussi de la capacité des collectivités à s'investir réellement dans la lutte contre la pandémie, et elles l'ont fait à l'échelle du territoire, en lien avec l'État. Tout ça a été parfois tâtonnant, évident, puisque cette pandémie, nous n'avions jamais eu à devoir y faire face, mais en même temps, nous avons beaucoup appris justement à faire ensemble et à mieux travailler ensemble. L'exigence sociétale forte aujourd'hui de faire territoire de bien-être, vous l'avez dit et rappelé Madame Berling, c'est aussi dans la conférence de Yeongsu à laquelle nous travaillons avec l'ensemble des villes. Et encore une fois, merci aux Irlandais d'avoir été sur la stratégie, sur la pensée du CARE, d'avoir été les premiers au sein des villes apprenantes UNESCO à soulever et à organiser les villes dans un cluster. Et puis la chaire, bah, ça pour nous c'est un levier formidable puisque elle est présente sur notre territoire, à l'université, mais je sais aussi qu'elle voyage beaucoup et qu'elle va à la rencontre des autres territoires. Enfin, pour conclure sur les perspectives, il y a les parcours éducatifs de santé que nous mettons en œuvre très pratiquement avec les enfants, avec la communauté éducative. On a vu ce que nous avions pu faire, mais l'idée, c'est quand même de faire territoire, de faire communauté, à la fois sur les questions de santé, les questions de bien-être. Et puis, je vous renvoie pour nous, parce que c'est notre engagement en tant que ville apprenante UNESCO, et nous y tenons. Et merci à Suzy Halimi, qui était là hier, et à l'ensemble de la Commission nationale française pour l'UNESCO, qui fait un travail remarquable pour soutenir nos villes. C'est de créer les conditions d'un nouveau contrat social pour le 21e siècle à partir de l'éducation. Je vous renvoie à ce travail remarquable qui a été fait, qui a été publié, et auquel, évidemment, dans lequel la santé n'est pas absente et pour lequel nous nous sommes engagés, pour permettre à chacun d'être acteur de sa santé et de prendre soin des autres. Si c'était à refaire, ben, nous, on aurait une autre question, Didier. Pourquoi ne l'avons-nous pas fait plus tôt? Parce qu'au fond, nous voyons bien que ce que nous sommes en train à plusieurs, ici, là, d'initier sur nos territoires, c'est au fond ce qui nous manquait. Et peut-être que la pandémie nous a aussi permis de prendre conscience qu'il était urgent d'agir dans ce sens. Merci à vous. Tout cela est toujours fragile. C'est très fragile. C'est fragile pour nous. Peut-être, voilà. Et donc, mais l'humilité peut aussi s'accompagner d'un optimiste. Et merci aussi à l'INSPE, à tous ceux de la chaire, à Karine Simard, à Philippe, qui contribuent beaucoup à construire sur nos territoires une intelligence, mais une intelligence partagée. Merci à vous.